Aujourd'hui, nous allons être renseignés de façon très détaillée et très précise par Virginie Jacobberger-Lavoué, grâce à son livre qui est apparu déjà l'an dernier, mais qui va nous parler des prochaines élections au Brésil, qui sont le 2 octobre, et des élections qui voient s'affronter un président actuel, un ancien candidat. D'abord, le Brésil, c'est un pays important, mais dont on parle peu, sauf pour certaines catastrophes, la forêt amazonienne, etc. Mais c'est un pays extrêmement grand, extrêmement important. Pourquoi est-ce qu'on le connaît aussi mal en France ? Et en fait, je dirais presque qu'on a tort en France, parce qu'il y a des liens très forts entre le Brésil et la France, d'abord historiquement, puisque même la découverte de Rio, au départ, ça a été des Français, alors ils n'ont pas mis le drapeau, mais voilà, il y a vraiment des liens historiques très forts. Et pour la communauté de Rio de Janeiro, il y a beaucoup de francophones et francophiles sur place. Mais au-delà de ça, aujourd'hui, c'est la 8e économie mondiale et il y a vraiment de forts liens avec la France, quoi. On a beaucoup d'industries aussi françaises très bien développées. Par exemple, Carrefour est en train de développer de nouvelles filiales. Ils sont très forts sur place. On a beaucoup d'entreprises françaises qui réussissent très bien. Donc, on devrait en parler bien davantage. Et je pense que quand même, les liens vont dans la décennie là, qui arrive, sans doute, avec les changements de l'économie mondiale, on va sans doute beaucoup davantage en parler. Aussi, quand même, le Brésil a besoin il y a quand même pas mal d'expatriés français. Le Brésil, en fait, en manque de salariés hautement qualifiés. Donc, vous voyez, les ingénieurs, des professeurs diplômés, il y en a quand même certains qui arrivent de France, etc. Donc, il y a quand même une communauté assez forte. Et je pense que le Brésil recrutera peut-être aussi plus si son économie va mieux. Mais effectivement, aujourd'hui, son souci, c'est un peu ça. Donc, on peut vraiment dire, d'abord, c'est la première économie de l'Amérique du Sud. C'est à peu près la 8e mondiale. Alors, les classements actuellement, entre la guerre en Ukraine et tout, changent tellement vite, mais on peut dire que quand même, ça fait partie des grandes puissances émergentes. Mais pourquoi est-ce qu'on a l'impression que c'est un pays complètement désorganisé Alors, malheureusement, je suis obligée de reconnaître que c'est un pays très attachant et en même temps totalement désorganisé. Vous voyez, c'est un pays qui a 27 États, donc une république fédérative avec toute la complexité. Donc je pense que déjà, quand on arrive là-bas en tant que journaliste, il faut un peu sortir de son logiciel français parce que le seul point de comparaison qu'on peut avoir avec la France et que souvent les gens oublient, c'est que la démographie en fait du Brésil, aujourd'hui c'est un géant, donc plus de 200, on est à peu près à 215 millions d'habitants. Sa population, on va dire dans les années 40-50, elle était pratiquement équivalente à la population française, à savoir une quarantaine de millions d'habitants. La France, on est 60. Entre-temps, le Brésil s'est rajouté une France entière, quoi, même plus. En l'espace de 3 décennies, la démographie, maintenant, ça s'est un peu stabilisé, mais c'est pas sans poser problème pour le futur, parce que ça veut dire aussi qu'il va y avoir comme ça toute une génération. Il y a des problèmes ethniques également, interethniques. Alors, c'est aussi très compliqué, c'est-à-dire que, vous savez, le Brésil, je pense qu'on a un peu une image carte postale comme ça, la plage, une société très diverse, mélangée, ce qui est la réalité, hein, parce que je crois quand ils font des statistiques, bien évidemment, la découverte, c'est les Portugais, c'est Cabral, mais on sait bien qu'il y a eu des mélanges. Il y a même un livre qui s'appelle Casa Grande et Sensala sur le mélange, en fait, entre les maîtres et esclaves, donc les descendants noirs. Enfin, c'est une population très brassée, ça c'est vrai. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas de racisme dans la société, bien au contraire. Est-ce que les richesses sont captées par une minorité ? Écoutez, oui, je crois quand même qu'on peut le dire. En fait, on a beaucoup parlé, donc, vous voyez, moi, c'est un pays que j'ai découvert en 2010. C'était un pays, on va dire, derrière la Chine, qui était quand même à 7,5% de croissance. C'était vraiment la puissance émergente d'Amérique du Sud, avec quand même des liens, justement, avec l'Europe, peut-être beaucoup plus forts qu'on a avec l'Asie. Il faut quand même, où c'est quand même une autre culture, voilà, et puis on le voit aujourd'hui quand même. Les liens sont... Voilà, il y a une idée de domination et puis des valeurs tout à fait différentes que d'un monde occidental. Mais à ce moment-là, quand il y a eu cette émergence du Brésil, qui était extrêmement forte, on peut dire que c'est vraiment un nouveau géant qui se construisait et qui sans doute était parmi les émergents. Donc il y avait, vous savez, ce qu'on a appelé les fameux BRIC, donc il y avait aussi la Russie, l'Afrique du Sud. On peut dire que dans ce clan-là, il faisait plutôt partie, moi je trouve, des grandes puissances proches de nous.
pour plein de raisons culturelles. Et donc ce pays, malheureusement, au courant, donc vous savez, il y a eu vraiment ce sentiment de voilà, une nouvelle grande puissance. Alors, le Brésil restera sans doute une grande puissance parce que, contrairement à la France, c'est un pays qui a des ressources, mais c'est phénoménal, quoi. Vous avez l'impression qu'il y a toutes les ressources. C'est pas seulement les pierres précieuses, c'est le pétrole, avec ce qu'on appelle le pré-sal, donc c'est très enfui, mais vraiment des gisements de pétrole pour des années à venir considérables. Il y a des minerais. Entre-temps, le Brésil, de par la démographie, ce qu'on expliquait tout à l'heure, on sait, hein, une démographie qui augmente, c'est quoi? C'est aussi une puissance productive plus forte et une consommation plus forte. Donc, effectivement, ces années 2010, on parle de miracle Lula, parce que c'était Lula da Silva, figure de la gauche, qui était là au pouvoir. Il faut quand même voir que l'émergence du Brésil, lui, était là, mais elle est venue d'un phénomène international qui était le marché des commodities, des matières premières, qui était en pleine explosion, qui ont tiré, en fait, tous les pays qui avaient des ressources fortes. Et le meilleur moyen d'expliquer pourquoi cette émergence, elle est vraiment liée à ça, au marché international, c'est que quand même, ce qui s'est passé, la dégringolade du Brésil, donc c'est à partir de 2014, donc c'était plus Lula da Silva au pouvoir, c'était ce qu'on l'a appelé sa dauphine Dilma Rousseff, qui a pris, enfin, c'était pratiquement pareil presque, on va dire, parce que c'était, en tout cas, il l'avait désigné comme ça, c'est la personne qu'il voulait pour sa succession. Pourquoi cette dégringolade ? Alors, la dégringolade a été phénoménale et pour le coup, on voit vraiment à quel point le Brésil n'avait quand même pas tellement évolué, même s'il avait une classe moyenne. C'est qu'il était complètement dépendant du marché des matières premières. Et ce qui a fait quand même basculer le Brésil, alors il y a diverses raisons, hein. On va dire en interne, les deux principales raisons, moi, que je vois, c'est quand même la déshérence totale du service public. Alors, pour un gouvernement de gauche qui disait qu'il faisait beaucoup de choses pour le peuple, je peux vous dire que d'un point de vue de santé, d'éducation, en fait, ça a été ça la catastrophe, c'est qu'il n'y a rien qui a été investi, parce qu'entre-temps, il y a une grande affaire de corruption qui a été découverte, mais ça, c'est seulement à partir de 2014, donc avant, on ne savait pas, hein, on ne savait pas où tout cet argent allait. Mais d'un point de vue international, vous voyez vraiment qu'il y a ce basculement, parce qu'en 2014, le prix de l'essence flambe, dont le Brésil, Dilma, n'arrive pas du tout à gérer ça, et le Brésil, les Brésiliens, qui contrairement à d'autres peuples en Amérique du Sud, vous savez, on a l'habitude de ces grandes marches sociales et tout, le Brésil, ils ont quand même un côté un peu comme ça pacifiste, conciliant, hein, dans leur attitude aussi. En tout cas, culturellement, même s'il y a eu des syndicats forts et tout, c'est pas un peuple qui allait dans la rue pour revendiquer quelque chose. Là, pour la première fois, ils sont tous sortis et ce qu'ils demandaient, c'était ça. C'était quand même les moyens de vivre, quoi. Une classe, en fait, c'était une classe émergente. Quand on dit une classe moyenne, le problème, je trouve, c'est aussi en Europe, on dit, oh là là, le Brésil, c'est plus inégalitaire. Si, c'est un des pays les plus inégalitaires au monde. Vous savez, la différence des salaires en France, je crois, entre le plus élevé et le moins élevé, c'est de l'ordre de 1 à 6. Au Brésil, encore aujourd'hui, même s'il y a eu un petit mouvement de classe moyenne, la différence, elle est de 1 à 30 ou 35. C'est gigantesque. La corruption est gigantesque. Alors, écoutez, le problème de cette corruption, donc il y a une grande affaire qui... Là, on ne va pas entrer dans les détails. On ne peut pas rentrer dans les détails parce que... Mais en gros, ce qu'il faut se souvenir, c'est que l'affaire Lava Jato, ça a été un scandale. En fait, c'est le plus grand scandale jamais découvert de toute l'Amérique du Sud, et Dieu sait que sur cette partie du monde, on peut dire qu'il y a quand même beaucoup. On va dire que même il y a presque, c'est presque un sport national et que c'est un peu historique. La corruption au Brésil, elle n'est pas venue avec les années Lula. Je ne dis absolument pas ça. Mais en tout cas, sous son mandat, ce qui s'est passé, c'est que d'un seul coup. Et pourquoi ça s'est passé comme ça ? C'est-à-dire qu'à un moment donné, la gauche au pouvoir, elle a besoin de s'allier avec un centre qui, au Congrès, il ne faut pas oublier que c'est une république fédérative, donc il n'y a pas le pouvoir présidentiel comme on a chez nous et tout. Ils ont eu besoin d'avoir l'alliance avec le centre. Par quoi c'est passé ? Au Brésil, ça passe par des commissions, par des pots de vin, etc. Mais en fait, il faut savoir que ça a toujours existé, mais à ce niveau-là, le Brésil n'avait jamais atteint ça, quoi. C'est-à-dire que sur les grandes entreprises, donc c'était principalement Petrobras, qui était avant ça le fleuron vraiment de l'industrie brésilienne. C'est un peu comme si aujourd'hui, on noyautait tous les revenus d'EDF pour finalement en faire des pots de vin politiques. C'est ce qui s'est passé à 80%, pour faire un peu, pour simplifier. Ils ont fait la même chose avec tout ce qui était les grandes entreprises d'ingénierie. Ils ont fait la même chose avec tout le BTP. Donc, vous imaginez un peu le marasme. Et c'est aussi pour ça
que ce qu'on peut quand même reprocher sur ces années-là, c'est qu'en fait, il y a eu beaucoup de beaux discours, mais la classe moyenne émergente, on ne l'a pas accompagnée. Les services publics sont en déshérence totale, l'éducation n'a pas évolué, et quant à la santé, c'est la cour des miracles. Et Bolsonaro, qui a pris le pouvoir, qu'a-t-il fait, lui? Alors, Bolsonaro, donc en 2018, moi j'étais là pendant sa pré-campagne et aussi au moment de son élection, on l'a beaucoup qualifié du Trump tropical. Ouais. C'est à la fois juste et c'est faux. C'est juste parce que oui, si vous regardez le socle politique qu'il a, les pro-armes, les évangéliques, il y a quand même énormément de points communs avec Donald Trump. Donc il y a une proximité forte sur leur positionnement, mais c'est aussi très différent parce que d'abord, chaque pays a sa propre culture. Et la principale raison, c'est-à-dire que vraiment, à l'élection de 2018, pourquoi Bolsonaro a été élu, je pense que chez Trump, on a quand même vu tout ce mouvement conservateur venir bien avant. Et lui, il est vraiment apparu comme, entre guillemets, le chevalier blanc qui n'avait pas de corruption. En tout cas, son parti Quelle était son origine ? D'où vient-il ? Alors, c'est ça qui est un peu paradoxal, mais c'est un peu comme Trump. Trump, on l'a fait passer pour quelqu'un qui n'était pas de l'establishment. Il est quand même un homme d'affaires. Voilà, c'est pas non plus... Donc, Bolsonaro, c'est tout à fait autre chose. Donc, lui, il n'est pas du tout millionnaire ni milliardaire comme l'était Trump avant. Enfin, voilà, il n'y a pas de fortune personnelle. Il vient plutôt d'une classe moyenne pas trop aisée, donc de la banlieue de São Paulo. Au départ, donc, lui, il était un militaire de carrière, un capitaine en fait d'artillerie. Ce qui est assez drôle, c'est que vous voyez aujourd'hui les militaires ont un poids considérable dans son gouvernement. Il s'en est vraiment fait des alliés et ça compte beaucoup. Il ne faut pas oublier quand même que le Brésil est une jeune démocratie. En 85, c'était encore une dictature, donc il y a aussi tout ça. Hein, l'armée est forte. Mais qu'en revanche, le rapport de Bolsonaro avec les militaires est quand même extrêmement complexe parce que dans son histoire personnelle, ce qu'on oublie souvent de dire, c'est qu'en fait, lui était déserteur. À un moment donné, il est parti. Il a même fait une pétition. Enfin, il a eu quelques jours d'emprisonnement. Enfin, voilà. Donc, vous voyez, ce n'est pas du tout... Ouais. On en fait vite une figure. Non, du tout. Et ensuite, il a été pendant 30 ans député. Donc, vous voyez, c'est un peu une carrière à la Mélenchon, sauf que lui était du côté plutôt des ultra-conservateurs de l'extrême droite. Mais il a vraiment été c'est un politicien de carrière. Pas très actif, hein, parce qu'en l'espace de 30 ans, il avait réussi à faire passer 2 lois. Donc, c'est... Pas une activité débordante. Où en est la campagne actuellement ? Donc lui est à Londres, il a fait un discours pour dire qu'il était certain d'être élu. Il est à Londres à l'occasion des funérailles, évidemment, d'Élisabeth II. Et où en est la campagne ? Alors, le scrutin, c'est le 2 octobre, donc c'est bientôt. C'est vraiment dans quelques semaines. Il faut voir que la campagne, elle est quand même assez tendue et elle se dirige vers quelque chose de quand même un peu plus tendu. Quand vous dites tendu, il y a des violences, beaucoup Entre manifestants, oui. On sent quand même vraiment un Brésil divisé, fracturé, polarisé. Beaucoup plus. Moi, ça m'a frappé. Gauche-droite ou d'autres... Ah oui, vraiment pro-Lula et pro-Bolsonaro. C'est vraiment... vous voyez, même dans les familles, moi j'ai rencontré... Et ça, c'était déjà visible en 2018. Vous avez des gens qui, dans une même famille, ont cessé de se parler entre cousins et tout, parce que l'un prenait le camp de Bolsonaro et l'autre prenait le camp de Lula. Donc, mais Lula, corruption, prison... si vous voulez, ce qui est incroyable là, dans ces élections, c'est que quand même, on peut dire c'est le président sortant, donc Jair Bolsonaro qui est au pouvoir, et puis c'est le revenant, parce que quand même, Lula, il n'y avait en fait aucune raison pour lesquelles on aurait pu imaginer qu'il était éligible. Il était emprisonné pour corruption, lié à cette fameuse affaire, et pour enrichissement sur des faits quand même avérés. Donc, le cas de Lula, malheureusement, c'est très compliqué à expliquer dans la procédure, mais ce qu'on peut dire pour vraiment résumer, c'est que Lula, dans l'affaire là-bas, enfin, vous savez, c'est comme un peu des poupées gigognes, quoi. Une affaire sans boîte, sauf que c'est quand même gigantesque. C'est quand même plusieurs milliards détournés au total. Donc, milliards de dollars, oui. Donc, il faut exactement. En réage, ça fait encore beaucoup plus, des centaines de... Et donc, il faut quand même arrêter. Et d'ailleurs, Lula là, vient de le reconnaître pour la première fois dans un débat télévisé, que si la corruption avait été... vous savez, dans les gens qui ont reconnu la corruption, il y a quand même parmi ses plus fidèles alliés. Il y a notamment le témoignage de Palocci, qui était un de ses grands compagnons historiques. C'est difficile pour lui aujourd'hui d'être dans le déni de quelque chose qui a été reconnu par ceux qui ont
voilà. Alors après, le Brésil, vous savez, la justice brésilienne, c'est très particulier, puisque là, dans l'affaire Lava Jato, à part Cabral, qui est l'ex-gouverneur de Rio, qui est toujours sous les verrous, les 3/4, ils sont soit en résidence surveillée, soit même, ils sont même plus poursuivis, on ne sait même pas pourquoi ça a été levé, vice de forme et tout. Et donc Lula, c'est un peu ce qui s'est passé. Lula, il faut quand même voir que, bien évidemment, ses supporters disent c'est une machination, et c'est vrai que le juge qui a mené l'enquête, le fameux juge Moreau, n'était pas impartial et qu'il y a eu quand même une accélération pour qu'il ne participe pas de procédure, pour qu'il ne participe pas au mandat de 2018, qui fait que ça entache beaucoup cette affaire. Mais pour avoir interrogé énormément de juges d'instruction qui ont travaillé, le dossier, il est solide, c'est énorme. Et l'argent qui a disparu et même qui a été reversé depuis, il existait, qui a été saisi et reversé, je veux dire, c'est palpable. Hein, c'est pas les montages financiers, c'est pas quelque chose, c'est pas une vue de l'esprit. Donc aujourd'hui, pour la première fois, là, dans les débats télévisés, Lula da Silva a reconnu quand même que si cette corruption était avérée par des gens qui avaient participé, on ne pouvait pas le nier. Il n'a pas reconnu que lui était au courant de tout, mais quand même, ça voulait presque dire ça. Sur son enrichissement personnel, lui, il a toujours tout nié. Il n'empêche qu'il a été condamné dans cette affaire. Donc, c'est vraiment sur quelque chose qui est lié à des appartements, à de l'immobilier, à une ferme aussi, etc. C'est lié à des acteurs du BTP qui étaient très proches de lui. Et très honnêtement, ces faits-là, le dossier est quand même solide, ça a été jugé par 3 juridictions différentes, dont la plus haute juridiction du Brésil, et par des juges que Lula, enfin que la gauche ou le PT avait nommés. Donc vous pensez bien que certains juges, quand ils ont pris ces décisions, ils n'étaient pas forcément ravis de prendre une décision contre lui. Donc le dossier, on ne peut pas dire qu'il n'est pas solide. Et la raison pour laquelle, ce qui est quand même, et ça, quand vous vous intéressez au Brésil, il faut s'attendre à tout. Donc la raison pour laquelle Lula est revenu dans la course, c'est simplement pour une question d'ordre juridique, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a un juge qui a décidé que non, toutes les charges qu'on lui reprochait, les condamnations, fallait tout lever, parce que la juridiction n'était pas celle qui aurait dû être établie, ça ne devait pas être la juridiction de Curitiba, ça devait être celle soit de Brasilia. Donc c'est simplement, en fait, pour, entre guillemets, un vice de forme de la procédure là, que ça a été levé. Oui. Mais il n'a jamais été innocenté. Ces charges n'existent plus. En tout cas, donc là, quelles sont maintenant ses chances de revenir au pouvoir et quelles sont les chances de Bolsonaro? D'après les sondages, alors, si vous interrogez le gouvernement et les pro-Bolsonaro, ils vous raconteront que les sondages sont toujours faux au Brésil. Et que, c'est vrai ça? Parce que là, il y a le dernier sondage que j'ai, moi, c'est 45% pour Lula. Exactement. Et Bolsonaro, 33%. Exactement. Lula est quand même largement en tête. Ah oui. Et aussi, moi, je trouve ce qui est toujours intéressant, et très honnêtement, les sondages, oui, ils sont un peu comme partout, chez nous aussi, hein, ils ne sont pas toujours très exacts. En revanche, je pense que là, maintenant, on est quand même dans la dernière ligne droite. Ils veulent dire quelque chose, ces sondages. Ils font tous ressortir Lula en tête. À mon avis, il ne passera pas le premier tour, parce qu'il faudrait avoir la majorité, enfin plus de 50. On peut être candidat combien de fois ou c'est à 2 tours, et il y a... en tout cas, on peut reconduire 2 fois le mandat. Ah oui. Et il faut reconnaître à Lula cela, c'est que quand il avait désigné Dilma Rousseff comme sa dauphine, il aurait pu très bien, parce qu'au Brésil, tout est possible, changer un peu la constitution pour faire... Il ne l'a pas fait. Donc, il a... Donc, est-ce que pour le Brésil, c'est mieux que Lula revienne ou... Écoutez, en tout cas, moi, je trouve qu'en tant que journaliste, il ne faut pas trop poser de jugement. En tout cas, ce que moi, je constate, c'est que quand même, très honnêtement, le bilan du mandat de Jair Bolsonaro, on n'en a pas beaucoup parlé, il est quand même complexe et effroyable sur bien des points. Je pense notamment aux plus de 600 000 décès liés au Covid. Alors, vous allez me dire, 600 000 sur une population de 210 millions, c'est pas beaucoup, mais oui, mais le Brésil est une population jeune et il y a eu des vraies erreurs qui ont été faites par déni, puisqu'il a continué de dire que c'était tout le temps une grippette, que les moyens n'ont pas été donnés, que déjà, quand vous avez 27 États, c'est compliqué, mais que vraiment, il y a eu un déni. En fait, Jair Bolsonaro, à cette époque-là, était dans le logiciel « Trump va gagner et je fais exactement la même politique que Trump », mais il n'avait pas les mêmes moyens. Heureusement pour les Américains, ils ne sont pas dans un système de santé qui est le système de santé complexe aux États-Unis, mais il n'y a pas les mêmes problématiques que. Mais vous avez décrit quand même. Vous voyez, je veux dire, franchement, ça a été effroyable cette gestion du Covid. En revanche, on peut dire qu'aujourd'hui, l'économie est quand même bien repartie en 2021, et Bolsonaro a quand même trouvé quelques armes pour augmenter un peu dans les sondages, mais vous voyez
voyez bien que dans les derniers, il est quand même à la traîne, et il y a un écart qui est quand même grand et qui reste celui actuel. Est-ce que Lula, s'il est élu, il fera ce qu'il n'a pas fait dans son précédent mandat, c'est-à-dire s'occuper des services publics, de la santé, des grands travaux, de la lutte contre... C'est sa promesse de campagne, mais est-ce qu'il le fera? Parce que vous voyez aujourd'hui, d'ailleurs, on sait bien que, en fait, un des problèmes du PT quand il était au pouvoir, c'est qu'il a aussi souvent saupoudré les États les plus pauvres d'aide et tout, pour avoir aussi, c'était très électoral, hein, pour avoir les voix. C'est pas pour autant qu'il a accompagné un changement de société avec ce qu'on disait tout à l'heure, les services publics, plus d'éducation, d'aider les gens à... Voilà. Et sur ce point, en plus, il va vraiment avoir un problème, c'est que là, la gestion du budget, on voit quand même que dans leur thème de campagne, l'un et l'autre. Hein. En fait, c'est pas très clair de ce qu'ils vont faire après les élections. Vous voyez, par exemple, Bolsonaro a vraiment, là, il a donné beaucoup d'aides. Les aides pour les plus pauvres ont augmenté de 50%. Donc, bien évidemment, l'opposition reproche que c'est juste électoraliste, mais enfin, au moins, il a le mérite de l'avoir fait et d'avoir aidé. Mais ça, il va pas, que ce soit l'un ou l'autre, ils pourront pas reconduire ces aides indéfiniment. L'économie va un peu mieux. Ça, c'est essentiellement lié à l'agriculture. Le Brésil est quand même un État, une nation très exportatrice, et notamment de l'agriculture. Ils sont numéro 1 du jus d'orange, du soja, de la viande de bétail. Ils exportent donc tout ça. Ils sont une grande nation. Des critères écologiques ou pas du tout? Pas du tout. Vous voyez bien alors il y a tout le problème amazonien qu'on connaît, parce que ça, en revanche, s'il y a une occasion, on parle du Brésil, c'est quand même là-dessus. La déforestation. La déforestation qui est quand même aussi liée, parce qu'on dit toujours, pour le coup, je pense que Bolsonaro n'est pas non plus le seul Néron de l'Amazonie, c'est-à-dire que l'Amazonie en flammes et avec un problème vous voyez, sur place, en fait, il y a tout un... En fait, on est dans la totale illégalité, quoi. C'est en fait... C'est des réseaux, exactement, plusieurs, qui sont parfois liés à l'agrobusiness ou pas. Il y a aussi des trafiquants qui sont purement dans le trafic de l'or ou des autres minerais, etc. En tout cas, c'est des ravages colossaux. Des lois, on en a vu passer depuis des décennies, et on espère, c'est par exemple ce que disent les supporters de Lula, il va tout changer, il va protéger l'Amazonie. Très honnêtement, depuis 3 décennies, donc bien avant Bolsonaro, on n'a pas fait grand-chose pour essayer de contrôler tout ça. Il y a des lois qui existent, mais elles ne sont jamais appliquées. Donc, dans le côté désastreux quand même du mandat de Bolsonaro, en dehors de la gestion du Covid, qui quand même a été... Puis il y a un déni, vous voyez. En fait, je pense que nul ne peut dire que cette crise a été facile à gérer. Mais le fait de nier en disant que ça a été qu'une grippette et qu'il n'y a pas eu de mort, etc., ça, franchement, ça a été... D'ailleurs, il l'a reconnu, lui aussi, dans un débat. Donc, finalement, ils ont reconnu chacun le déni qu'ils avaient jusqu'ici. On voit quand même qu'ils changent un peu de... Mais en revanche, sur le problème de l'armement, il y a quand même un vrai problème. Donc les armes en fait, ce qu'avait promis Bolsonaro en arrivant, c'est, vous verrez avec moi, il n'y a plus de corruption. C'est pas le cas, parce que là, ses fils sont vraiment entremêlés dans plusieurs affaires de corruption, même si elles n'ont pas eu des poursuites judiciaires pour le moment. On voit quand même que c'est quelque chose d'important. Et par ailleurs, donc ce qu'il avait promis, c'est ça, et c'est la violence, avec une politique de rigueur plus forte. Et le problème, c'est qu'en fait, lui, il a autorisé plus d'armes, mais ça ne règle pas le problème des armes si vous n'avez pas une police... Plus d'armes pour tout le monde, en fait, sur les mandats. Donc, le nombre d'armes au Brésil, quand même, depuis le mandat de Bolsonaro, déjà que c'était un pays où il y avait un problème de violence, vous voyez, qui est quand même... vous savez, au milieu des années 2010, le Brésil a eu plus de morts en une décennie que l'équivalent d'une guerre en Syrie. Donc, il faut quand même se dire à quel point c'est une société quand même violente. Et donc, lui, il a ajouté dans les autorisations des armes et tout, les ventes d'armes, avec tout ce qu'il y a en plus de ventes illicites, de trafic, etc. Mais même dans le côté légal, ça a augmenté de plus de 180% en l'espace d'un mandat. C'est presque pas possible, quoi. Là... Et malheureusement, avec des moyens pour la police, etc. Vous voyez, le problème de la police, c'est qu'en fait, elle est pas bien armée, ou elle est trop bien armée, c'est-à-dire qu'en fait, elle n'est pas contrôlée. Il y a un problème de milice, donc, et de corruption gigantesque. Nous arrivons au terme de cette émission. Je vous remercie de votre présence. Je vous remercie. Je vous laisse une minute pour conclure. Alors, que va-t-il se passer le 2 octobre ?
Écoutez, ma conclusion, c'est continuer à nous intéresser au Brésil. D'abord parce que c'est quand même... Vous y partez. J'y pars pour le premier tour des élections. Vous travaillez pour les Échos, il faut le préciser. Aujourd'hui, je travaille pour les Échos, tout à fait. Et donc, oui, je pense que d'abord, c'est quand même un pays où on voit la vie politique est remuante et il faut s'y intéresser. Et on voit aussi que c'est un pays qui bascule d'un destin à l'autre. Donc, il faudra voir, mais il faudra surtout voir qu'est-ce que va faire le prochain président du Brésil, que ce soit l'un ou l'autre, avec quelles possibilités, parce qu'il y a aussi... la rigueur budgétaire qu'il faudra tenir et là on voit déjà en campagne qu'elle n'est plus du tout tenue. Donc voilà, il y a aussi un certain nombre de paramètres qu'il faudra bien gérer. Je pense quand même que sur la scène internationale, la figure quand même un peu disruptive, on va dire, de Jair Bolsonaro. Vous voyez les rapports avec la France, on sait que ça a été exécrable avec Emmanuel Macron et tout. Il s'est un peu écarté de la scène internationale de liens. Je pense que quand même le Brésil, il y a beaucoup de liens, et notamment en économie, qui sont importants et donc que c'est un acteur clé quand même du monde qui vient, pour la génération en tout cas de mes enfants, pour les prochaines générations. Donc intéressons-nous au Brésil et économiquement, oui. C'est un pays où il y aura des opportunités d'emploi, des opportunités, parce qu'ils ont besoin d'une main-d'œuvre quand même qualifiée qu'ils n'ont pas. C'est grâce à vous, Virginie Jacoberger-Lavoué, que nous allons nous intéresser au Brésil en suivant vos articles dans les Échos et je crois que vous allez faire un podcast également. Merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation. Merci infiniment. Et merci à vous d'avoir suivi cette émission. À bientôt.